Bien, bonsoir. Merci à tous et à toutes d'être venus en nombre. J'espère que vous êtes tous bien installés, tous et toutes bien installés. Sinon, je vois qu'il y a plus beaucoup de place, mais il y en a 2 ou 3 devant. Voilà. Bien. Donc, quelques mots sur les rencontres d'Hippocrate avant de donner la parole à nos conférenciers. Les rencontres d'Hippocrate ont été créées en 2010 à l'université Paris-Descartes, puis ont été délocalisées en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, Poitiers. Et les rencontres d'Hippocrate sont produites et diffusées par le groupe LEH, société que je co-dirige, spécialisée en information et expertise en droit, gestion, management et stratégie de la santé, qui sont organisées autour de 4 activités: l'édition, la formation, le conseil et l'événement. Les rencontres d'Hippocrate sont des conférences ouvertes au grand public où des personnalités du monde de la politique, de la santé, des sciences humaines, de l'éthique, viennent échanger et débattre sur des thématiques d'actualité liées à la santé et à l'éthique. Ces rencontres, leur production et la diffusion vidéo sont assurées depuis 2016 et vous pouvez les retrouver. Elles sont valorisées au sein du site des études hospitalières sur le site www.leh/événements. Donc ces rencontres seront également diffusées sous 10 à 15 jours. Toutes les personnes qui sont inscrites recevront un alerteur en ce sens. Donc ces rencontres sont possibles que grâce à la confiance des doyens des facultés de médecine et de droit et également du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, qui sont partenaires depuis le début, et également le partenariat de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, le site de Bordeaux, partenariat également de la librairie Mola, et avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité, que je remercie pour sa confiance, et de son président, le président Leduc. La rencontre de ce soir a pour terme violence conjugale. Quel rôle pour les professionnels de santé? Je remercie nos 2 conférenciers, le professeur Pierre-Louis Druet, qui est médecin généraliste, qui est vice-président de la commission recommandations, pertinence, parcours et indicateurs à la Haute Autorité de Santé. Et je remercie le docteur Larbi Benali, qui est médecin légiste au COVA, donc le centre d'accueil en urgence des victimes d'agression, et qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux et expert de justice auprès de la Cour d'appel de Bordeaux. Voilà, cette rencontre sera modérée par le professeur Bloch. Je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre qui se tiendra le lundi 6 avril sur le thème, on reste sur un thème, hélas, les professionnels de santé au secours des enfants en danger. Et cette dernière se tiendra cette fois à l'Amphi du Guy, place Péberlan, à 2 pas, la faculté de droit et de sciences politiques. Voilà, je vous remercie. Elle débutera à 18h45 et toutes les personnes recevront un message en ce sens. Je vous remercie. Je donne de suite la parole à nos conférenciers. Merci d'être aussi présent pour ce sujet. Je voudrais juste associer au remerciement de Sébastien les étudiants du Master de droit de la santé qui vous accueillent à l'entrée et puis qui gèrent un petit peu également les comptes rendus de ces rencontres d'Hippocrate avec beaucoup de professionnalisme quand on lit leur compte rendu. Donc ce soir, un sujet évidemment malheureusement d'actualité. Juste quelques chiffres avant que les présentations s'installent. Donc on a environ 220 000 femmes victimes de violences par an en France, et puis un nombre de décès qui est de l'ordre de environ entre 120 et 130 décès par an. Donc on est évidemment sur un phénomène de masse qui aujourd'hui a pris le terme de féminicide, donc terme sans doute contestable juridiquement, mais qui s'est imposé médiatiquement. Donc ça va être le sujet de cette soirée. Pour bien prendre la dimension quand même du problème, quand on fait des projections, ça veut dire que dans la salle d'attente d'un cabinet d'un libéral, sur 10 femmes, il y en a entre 3 et 4 qui sont victimes de violences régulières. Donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Donc nous avons ce soir deux intervenants. Donc d'abord le docteur Larbi Benali, dont on cherche la présentation activement. Donc moi je la vois, mais pas vous.
donc lui, l'intérêt de son intervention, c'est vraiment sur le terrain, puisque comme il vous l'a dit, il travaille au centre d'accueil en urgence des victimes d'agression. Hein, donc évidemment, des femmes victimes de ces violences, il en voit régulièrement. Et donc c'est son expérience qui va nous faire partager. Et puis ensuite, le professeur Pierre-Louis Druet, médecin bien évidemment, mais aussi qui a participé activement, je crois, à la rédaction des recommandations de la HAS pour favoriser juste cette libération un petit peu de la parole et puis de manière plus générale la prise en charge, le traitement de ces femmes victimes de violences. Donc Larbi, je vois que ta présentation est arrivée. Je vais te passer le relais. Entre les deux interventions, je ne vous donnerai pas la parole. On va continuer les deux interventions et puis évidemment après, on aura un espace de discussion. Oui, oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs donc de m'avoir invité à vous parler en fait de ces violences dont l'écho actuel est assez important. Et puis, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on peut au moins en débattre. Donc, je vais vous faire une présentation où mon approche de médecin légiste, je suis en poste depuis 2002-2003, donc ça remonte. J'ai vu des milliers de entre guillemets de femmes battues et de situations très complexes, et je vais essayer de vous en faire état ce soir. Alors, il y a des documents qui ont été annonciateurs de ce qui se passe actuellement, en particulier le rapport mondial sur la violence et la santé de l'OMS, qui a bien défini. Alors c'est un texte qui date de 2002, mais qui est malheureusement, j'ai envie de dire, encore d'actualité. Voilà, rien n'a changé depuis, rien n'a changé sur le plan de ces violences, en tout cas sur les aspects cliniques, depuis 2002. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à découvrir pour ceux qui n'en ont pas eu connaissance. Mais voilà, ça retrace en fait tous les types de violences, et en particulier les violences faites aux femmes. Alors, on parlera tout à l'heure de sémantique. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais j'aime pas ce mot de violence conjugale. Voilà, le mot conjugal, on va le voir, c'est quelque chose qui se rapporte à peut-être des fonctionnements, peut-être des idées sur la femme, et j'utiliserai un peu plus volontiers ce que décline l'OMS en violence entre partenaires intimes. C'est important parce que statistiquement, dans toutes les recherches ou autres, on s'aperçoit qu'un tiers des auteurs qui sont à l'origine de ces violences sont des ex-partenaires. Des ex-partenaires, des personnes qui ont pris de la distance parfois avec ces femmes et qui reviennent généralement, voilà, pour générer des violences psychiques, physiques. Et parfois, en termes de recherche, ce sont des populations qui ne sont pas prises en compte. Donc, en termes de données fiables sur la violence, voilà, ça reste encore très précaire. On n'a pas des chiffres dont on soit sûr en termes de fiabilité. Pardon. Alors, ce rapport, il est intéressant parce que pour la première fois, j'ai envie de dire, on sait tous ce qu'est la violence physique, hein, c'est assez simple, une ecchymose, un hématome, une fracture, mais ce rapport a insisté sur cette définition de la violence et sur l'abord psychique de ces violences, en termes d'intimidation, de menaces, de harcèlement. Et le rapport, synthétiquement, dit ça a peut-être plus d'importance en termes de répercussions sur la santé des violences de nature psychique que, en comparaison, celles qui sont physiques. Hein, ça, c'est vraiment une donnée qui a été bien définie par ce rapport. À l'échelle européenne, en 2003, j'ai travaillé avec la Commission européenne sur le programme Daphné, hein, qui s'occupait des violences faites aux femmes. Et on s'est aperçu à l'époque qu'il y avait une disparité énorme
entre pays membres en termes de prise en charge de ces femmes. Donc on a essayé de créer un guideline des bonnes pratiques qui est toujours d'actualité, afin d'homogénéiser les pratiques à l'échelle européenne. Donc il existe vraiment un gros travail qui a été fait par la Commission européenne, et ça s'est traduit dernièrement par la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée par quasiment tous les pays membres. Je laisserai donc le professeur Druet développer des recommandations HAS de mai 2019. Le Grenelle également, je ne vais pas en reparler, peut-être qu'on en débattra secondairement, mais c'est aussi voilà, quelque chose de très très important dans la protection des violences entre partenaires intimes. C'est un acte quand même fondateur pour cette prise en charge et les protections que l'on peut proposer dans le cadre de ces violences. Vous ne rêvez pas, voilà, ça c'est important, voilà, en termes de, on va dire, d'impact sur les populations. Alors sur les professionnels, on connaît ça, mais le grand public, voilà, quand il et surtout le journal L'Équipe, qui est lu, je pense, je connais pas les statistiques, mais à 95% peut-être par des hommes, ça c'est important. C'est en mars 2018, et c'est une voilà qui, je pense, qui a joué un rôle dans tout ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est la première fois que un journal sportif fait sa une sur les violences faites aux femmes, et surtout, je le répète, le journal L'Équipe. Voilà, ça, ce sont des messages très très importants en termes de protection, et également, en fait, pour expliquer aux femmes que toutes les femmes peuvent être touchées, les femmes de footballeurs, les femmes avec un niveau socio-économique bas, voilà. C'est un phénomène ubiquitaire, hein, c'est-à-dire qui touche tout le monde. Et je rappellerai que l'OMS, il en fait pas une épidémie, il en fait une pandémie. Hein. Actuellement, on parle du virus, du coronavirus. On en est au stade épidémique, et vous voyez un peu l'ampleur que ça prend. Les femmes battues, c'est de la pandémie, c'est-à-dire que ça touche voilà, tous les pays et toutes les femmes de tous les pays. Également des unes aussi marquantes, et ça c'est récent, voilà, on apprend par le journal Sud-Ouest un déferrement pour des violences conjugales. Ça, ce sont des messages très très importants. Voilà. Quand un homme, un auteur, ou un auteur qui n'a pas encore été, on va dire, détecté, lit ça, voilà, ce sont des messages en termes de sanctions sur ces violences. Ça c'est marquant. Ce n'est plus de toute façon, il se passera rien, tu peux aller porter plainte, chérie, il se passera rien. Voilà. Là, on voit qu'il y a une vraie volonté de modifier les choses. Alors, la sémantique, je vous en ai parlé, voilà. Je vais utiliser le terme de violence entre partenaires intimes, hein, mais pour le grand public, je pense que le terme de violence conjugale reste tout à fait d'actualité et nécessaire. Hein, c'est celui qui touche le plus. Mais voilà, pour les professionnels de santé, je pense qu'on peut parler de violence entre partenaires intimes. J'avais fait une étude au sein du COVA sur 10 000 victimes environ, et on s'était aperçu, comme je vous l'avais dit, qu'un tiers étaient des ex-partenaires. Hein. Donc ça, c'est très très important en termes de protection. Les répercussions sur la santé, parce qu'on est des professionnels de santé, elle est majeure. Elle a un coût économique de plusieurs milliards d'euros par an, hein, en termes d'arrêt de travail, également de soins, hein, de soins physiques, psychiques, également un retentissement sur toute la santé génésique des femmes, sur l'accouchement, sur les enfants. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et on en reparlera tout à l'heure dans la détection de ces violences. Également cette diapositive qui est importante, parce que on ne peut pas parler de violence entre partenaires intimes sans parler de violence de nature sexuelle. Hein. C'est forcément lié, que ce soit en termes d'actes, hein, c'est-à-dire au sens propre, mais également au sens figuré. On verra que pour les auteurs, cette composante sexuelle et on va
et on va dire, pardon, d'appartenance de la femme à l'homme est centrale dans la genèse de ces violences. Donc on parlera de rapports sexuels par abdication, hein, c'est-à-dire que ces femmes vont être capables ou obligées d'avoir des relations sexuelles, soit pour s'acheter une tranquillité, hein, c'est-à-dire ne pas prendre des coups ce soir-là ou autre, mais également par harcèlement, par intimidation et par menace. Hein. Quand on accueille ces femmes dans notre centre, on leur explique que ce qu'elles vivent, ce sont des viols. Elles sont toujours très très étonnées parce que pour elles, c'est entre guillemets le devoir conjugal. Hein. C'est pour ça que le mot conjugal, je l'aime pas trop. Mais voilà, elles sont dans cette logique. Ben non, j'ai passé un contrat avec mon mari et puis même si j'ai pas envie, c'est pas grave. De toute façon, j'accepte. Les comorbidités, elles sont centrales, comme je vous l'ai dit. Hein, ça fait peser un poids très très important sur le plan économique, que ce soit sur le plan physique, hein, sur les troubles fonctionnels. Et je pense que le professeur Druet en reparlera, hein, dans la détection de ces femmes. Sur les fonctions psychiques également, ce sont des femmes qui sont bien plus touchées par les pathologies psychiatriques, hein, syndrome dépressif, syndrome anxieux, etc. Et les fonctions génésiques, comme je vous le disais, là c'est largement sous-estimé parce que une femme qui est enceinte et qui est battue, elle ne va pas mettre au monde un enfant entre guillemets normal quelque part, hein, parce qu'il y a des modifications hormonales pendant la grossesse, parce qu'il va y avoir peut-être un niveau d'anxiété chez l'enfant qui sera beaucoup plus grand. Le cycle de Walker, très rapidement, c'est un peu la base de ces violences. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas trop parler de protection, mais c'est central. Pourquoi? Parce que selon le cycle dans lequel va être la femme, au moment où vous la voyez, vous pourrez ou pas agir sur ces violences. Hein. Bien sûr que la phase 2, qui est l'explosion des violences, hein, on va dire, est la phase peut-être où elles sont le plus réceptives à une protection. Et on verra que les autres phases, c'est beaucoup plus difficile parce que je vous ai parlé de violence entre partenaires intimes. Et l'intime, c'est généralement quelque chose qu'on n'a pas envie, on va dire, de partager. Hein. C'est notre vie privée. Qui ici a envie de partager sa vie intime avec tout le monde? Il n'y a pas grand monde. Donc on verra que c'est un facteur limitant aussi à la protection de ces femmes. Et que voilà, c'est une composante qu'il faut prendre également en compte. Je passe sur cette diapo. Également, le professeur Druet en parlera tout à l'heure, mais voilà, on s'améliore. Bon, même si cette note du Conseil national de l'ordre des médecins donc, nous permet maintenant plus facilement de dénoncer ces violences, mais voilà, il faut avoir à l'esprit que le péril imminent, vous pouvez le dénoncer de façon systématique, hein, il n'y a pas besoin de loi ou autre. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure sur cette faculté de dénoncer les violences pour un professionnel de santé. Donc là, je vais un tout petit peu casser l'ambiance. Ça, c'est ma pratique. C'est ma pratique. Dans la prise en charge de ces femmes, je vois rarement des bons pronostics. Voilà. Je vois rarement des bons pronostics. Des violences, quand elles sont réalisées sur des femmes très très jeunes, avec un auteur jeune, c'est de mauvais pronostics. Les violences pendant la grossesse, c'est de très mauvais pronostics. La grossesse devant être quand même un facteur, on va dire, de protection. Quand il y a des violences lors de cette période, entre guillemets, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique pour tout le monde. On a également, et on en reparlera, j'en suis sûr, dans les questions, mais voilà, des femmes aussi qui vivent un vrai syndrome de Stockholm. Hein, syndrome de Stockholm, c'est cette propension en fait à avoir de l'empathie pour son agresseur ou à être dépendant de son agresseur, à même avoir de l'affection pour son agresseur, ce qui montre le niveau d'emprise en fait de l'auteur sur ces femmes-là. Et lorsqu'une femme arrive et vous dit oui, bon, il n'était pas bien, oui, il a des problèmes personnels, c'est de très mauvais pronostics.
on peut penser que soit la plainte va être enlevée, enfin en tout cas supprimée, ou bien qu'il n'y aura pas de suite dans la prise en charge. Les remords lors de la garde à vue de l'auteur, c'est pareil, très mauvais pronostic. Donc en fait, au final, voilà, le bon pronostic, moi j'en vois pas. J'ai envie d'aller un peu à l'encontre peut-être de certains manuels, mais jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un homme s'améliorer après des violences avec la femme avec qui il est. Voilà. Peut-être que on en reparlera, mais moi c'est mon expérience et quand je prends en charge ces victimes, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer et je leur dis si ça s'améliore, venez me revoir un jour. Et comme je vous l'ai dit, ça fait 16 ans que je suis dans ce centre et j'ai jamais vu personne revenir me voir. Voilà. Alors, quelques situations pour montrer la complexité aussi de ces prises en charge. Alors, vous ne verrez pas toutes les photos, mais étudiante en droit qui est en maîtrise, qui se fait, vous voyez, lacérer les cuisses parce qu'elle a juste caché la manette de la PlayStation à son petit copain et qui arrive donc après un dépôt de plainte, mais parce que les voisins ont appelé les policiers et qui arrive et qui nous dit oui, j'ai un peu abusé de lui cacher sa manette. Vous voyez, donc là on peut s'inquiéter sur les suites, hein, avec un fort déni, avec une culpabilisation, une responsabilité en fait dans les violences qui vont toucher cette jeune fille. Également, une affaire que j'avais traitée, viol plus violence sur une jeune fille. Et alors j'ai retrouvé ça dans Sud-Ouest, et puis je lui dis, je connais peut-être cette affaire. Et cette affaire, c'est que la jeune femme violée par son petit ami, en fait, elle a tout fait pour le récupérer à la sortie. Elle a cassé une porte parce qu'il avait pris de la prison ferme. Et quand la présidente lui demande, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir, il va vous refrapper. Et elle le dit, c'est noté, il ne le fera jamais, avec une idée d'avoir un enfant avec cette personne. Voilà. Donc là, on est sur la problématique de ces violences et sur les facteurs limitants aussi à la protection, parce qu'il y a des facteurs limitants. D'autres, voilà, jeune fille violentée avec un repli sur elle, un isolement de sa famille, etc. Vous voyez, en 3 ans, un tout petit peu, les violences, je vous montre pas tout parce que c'était très très dur, avec des brûlures, enfin avec des actes de barbarie sur cette jeune fille qui s'était isolée progressivement. Le prédateur avait bien isolé sa proie, comme dans la savane, et en fait, voilà, petit à petit, on avait fait un objet sexuel, un objet parce qu'il y avait du proxénétisme derrière. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Et à contrario, on a des femmes en fait qui sont capables de s'automutiler, vous voyez, dans l'emprise des auteurs, de s'automutiler pour pouvoir aller déposer plainte. Alors pas déposer plainte contre les lésions qu'elle s'est fait, mais contre les violences de son partenaire parce qu'il la surveille, vous voyez. Donc on en est là, dans des situations extrêmement complexes que l'on traite au quotidien. Vous voyez que chaque cas, en fait, est différent. Voilà. Quand une femme s'automutile pour pouvoir justifier d'aller aux urgences et ensuite d'aller à la police, voilà, c'est qu'on peut s'inquiéter sur la situation. Le COVA, très rapidement, j'ai encore le temps. Le COVA, donc, c'est le centre d'accueil en urgence des victimes d'agression. L'idée donc initiale, c'était de faire converger autour de la victime l'ensemble des professionnels qui vont s'occuper de la protection de la victime, que ce soit une femme ou un enfant ou autre. Donc en fait, l'idée, voilà, c'était de sanctuariser un tout petit peu ces prises en charge, de faciliter le parcours de ces victimes, parce que c'est compliqué, ça a l'air simple comme ça, d'aller déposer plainte, d'avoir un certificat médical initial, mais vous êtes en position de vulnérabilité quand vous faites ça. Donc tout est compliqué, et puis s'il y a des enfants en plus, voilà, ça décuple les problèmes. Donc l'idée, c'était celle-là, voilà, des psychologues, des assistantes sociales, des contacts et une collaboration vraiment très proche avec les services de police, de gendarmerie et avec également le parquet.
de Bordeaux en particulier, avec lequel on a pu mettre en place des procédures. Donc, en gros, vous voyez, sur 10 000 personnes, en gros, on va voir 5 000 victimes de VPI, de violences entre partenaires intimes. Donc, c'est en gros entre 40 et 50% de notre activité. Donc, c'est énorme en termes de chiffres. Et vous voyez également le chiffre intéressant, mais qui est, on va dire, négatif, c'est 10% de ces femmes qui reviennent, voilà, qui reviennent après un premier dépôt de plainte, en général, qui reviennent pour les mêmes violences, et souvent quand on ouvre le dossier avec le même auteur. Voilà. Donc là, c'est là où il faut intervenir, c'est là où peut-être le travail n'est pas fait dans cette récidive. Nous, le COVA, on agit en prévention secondaire, hein, c'est-à-dire que malheureusement, les violences sont déjà faites. Hein, la prévention primaire, c'est anticiper les violences. Et nous, on est au stade de la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il y a des violences, on va essayer d'améliorer la prise en charge et la protection en évitant tous les phénomènes de victimisation secondaire, c'est-à-dire rajouter des violences, ou en tout cas des choses négatives sur un premier acte qui sont les violences. Donc là, on essaie d'améliorer ça, et on voit que malheureusement, on a encore voilà, une partie, en tout cas une composante que l'on peut améliorer. Ces trois photos que je trouve intéressantes, parce que je les avais prises sous trois angles différents, et je trouve que ça symbolise bien les VPI, c'est-à-dire que si on se met ici sur le profil gauche, il n'y a pas de violence, il ne se passe rien. Et c'est un peu la même approche qu'on a avec ces femmes. Si on veut rien voir, on voit rien du tout. Hein. Là, je vous l'ai traduit en termes photographiques, et puis de l'autre côté, vous voyez un peu les dommages. Hein. C'est une jeune femme qui était arrivée en plein déni, triple fracture mandibulaire, hein, c'est pas rien. Et en fait, elle s'est enfuie de la consultation. On n'a pas réussi à la retenir parce que elle nous disait que ça allait mieux et que peut-être que l'alcool diminuant, son petit ami allait être calmé. Donc, c'est un centre qui accueille les victimes sur réquisition judiciaire. Donc, en fait, on va être missionné pour voir ces personnes. 90% en gros et 10% devenus spontanés. Je ne vous fais pas toutes les procédures, mais il y en a une qui est très importante et que l'on a adaptée au fur et à mesure de notre activité. C'est cette procédure 3 qui permet à une victime de venir, de ne pas déposer plainte initialement, mais d'avoir un constat de blessure, en fait, parce que les blessures, les ecchymoses, les érythèmes, etc., disparaissent dans le temps. Et secondairement, c'est extrêmement difficile pour ces femmes d'expliquer, ah oui, il y a 2 mois, j'ai été violentée, et elles n'ont pas d'écrit, elles n'ont pas de certificat, et c'est encore plus difficile, et c'est de la victimisation secondaire, là, hein, parce qu'elles sont réellement victimes, mais on n'a pas de fait, on n'a pas d'objectivation de ces violences, et on a créé cette procédure justement pour leur laisser un tout petit peu un temps de réflexion, ou en tout cas d'organisation, pour éventuellement passer le cap et aller judiciariser leur affaire. Donc ça, c'est important. Et chaque année, on a des réactivations de ces dossiers. On leur laisse 3 ans pour réactiver. Et elles ont un vrai dossier médico-légal avec le poids judiciaire inhérent qu'elles peuvent utiliser secondairement sur un dépôt de plainte, en fait, différé. Je voulais vous montrer, je repasse là, voilà. Le dépôt de plainte, quand je dis que c'est une chaîne de prise en charge, c'est très important. Voilà. Le dépôt de plainte, c'est central dans la prise en charge de ces femmes. Si vous n'avez pas un bon dépôt de plainte, et je sais que les services de police sont très sensibilisés maintenant à l'accueil de ces victimes, si cet acte fondateur, il n'est pas fait dans les normes et avec l'empathie nécessaire, vous êtes sûr que la dame, elle sort du commissariat, elle rentre chez elle ou elle part, et on en fait une perdue de vue. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Hein. On est là pour accueillir et pour aider ces victimes. C'est pas normal que aller déposer une plainte, ce soit un facteur de stress, d'anxiété ou même de refus de protection. Mais je sais qu'en tout cas,
on a maintenant des services dédiés, hein, comme le procureur également. Il y a un procureur maintenant qui est dédié à la prise en charge de ces victimes. Alors je passe. Et pour finir, malheureusement, hein, parce qu'il faut finir avec... Alors, Laurent Bloch a parlé de féminicide. Alors, on ne s'était pas concerté avant. Voilà, c'est un terme que j'aime pas non plus. Hein, féminicide, femelle, etc. Je trouve que c'est très, très péjoratif. Alors, soit on aime le latin, on parle d'uxoricide. Hein, donc, c'est le meurtre de l'épouse, hein, de la compagnante. Ou bien on parle de fémicide. L'OMS en parle, fémicide intime. Voilà. Et là aussi, il y a des choses à faire. Hein. On sait qu'il y a un fémicide, en gros, chaque 3 jours, hein, d'après les statistiques. Là, il y a des vraies choses à faire en termes de protection, de prévention. On sait que il y a des facteurs que l'on va pouvoir, on va dire, contrôler. Hein. Souvent, on a des homicides-suicides. Hein, avec un auteur qui menace, par exemple, lors d'une séparation aiguë qui se passe mal, donc qui menace, qui fait du chantage au suicide. On sait que, attention, chantage au suicide, c'est l'homicide-suicide derrière. Voilà, donc il faut faire très très attention. C'est la même chose. Donc souvent, ce sont des homicides-suicides opportunistes, hein, c'est-à-dire que on est sur le fait de détruire l'autre, à contrario de l'homicide-suicide altruiste, donc qui vise à préserver l'autre personne d'un méfait ou autre. Là, on est sur quelque chose d'hyper violent. Voilà, on est sur la destruction. C'est un peu, pour ceux qui aiment la mythologie grecque, c'est le syndrome de Sardanapale. Hein. Sardanapale, il tue ses enfants et sa femme, mais pour les prendre avec eux dans l'au-delà. Et là, c'est un peu la même chose. Et là, on revient à la dimension sexuelle de ces violences. C'est l'homme qui ne veut pas perdre, entre guillemets, son jouet, qui ne veut pas perdre sa petite poupée, et qui ne veut pas surtout qu'un autre homme en profite. C'est aussi primaire que ça. Hein. Alors, je ne sais pas si j'en parle, mais l'auteur, enfin, en tout cas l'homme, alors peut-être qu'on a un archéoencéphale, c'est-à-dire notre cerveau reptilien qui est en fait réactivé sur ces violences-là, et on devient vraiment très primitif. Et ça, c'est un bon exemple, ces homicides-suicides ou ces fémicides intimes, voilà, qui visent à emporter la femme souvent avec soi. Alors c'est compliqué, voilà, j'en parlais là, hein, de notre archéoencéphale. La détection de ces victimes, c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi détecter en amont les futurs auteurs? Voilà, on en reparlera, peut-être au décours d'une consultation de médecine générale ou autre. On pourrait anticiper peut-être sur ça. On va en discuter. Et surtout, voilà, il est très très important que ces victimes sentent qu'il va se passer quelque chose. Voilà, le pire, c'est quand elles nous disent, de toute façon, je sais qu'il ne va rien se passer. Et je pense que les messages des pouvoirs publics, des institutions judiciaires doivent être forts. Hein. Ça peut passer par la presse, ça peut passer par les réseaux sociaux, mais voilà, il faut à tout prix que les messages soient clairs et que ces femmes n'aient plus peur d'aller dénoncer ces violences. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur Ben Ali, pour cette intervention extrêmement claire, qui nous permet de mieux mesurer un petit peu les enjeux et les difficultés de ce sujet. Donc, sans tarder, pour qu'on ait vraiment un espace de parole après, je passe immédiatement le relais au professeur Druet, qui va nous présenter donc son travail, notamment auprès de l'HAS. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et c'est avec un grand plaisir d'être ici à Bordeaux et de pouvoir vous présenter ce travail. Alors, pour commencer, je vais vous dire que je suis médecin généraliste, toujours en exercice.
J'en suis à ma 43e année d'activité à mon cabinet. Et je partage mon temps entre les patients et donc les patientes, mais aussi donc la Haute Autorité de Santé, où la présidente m'a proposé de venir vice-président de la commission qui s'occupe des recommandations et des parcours, pour une unique raison, c'est que dans cette institution, les médecins de première ligne, les médecins de terrain, ils sont un peu oubliés. Donc mon rôle, c'est de remettre un peu de vraie vie dans les productions et le travail. Cette recommandation, elle a été publiée en octobre 2019. Elle a nécessité un certain temps de maturation. Alors, je vais déjà vous rappeler très vite qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé. C'est une autorité publique complètement indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de tutelle ni des ministères, ni d'organismes quelconque, et elle est gérée par un collège de différents professionnels. Et ses missions, c'est donc les bonnes pratiques et le bon usage des soins, c'est la promotion auprès des professionnels de santé et l'information auprès de ce qui est convenu d'appeler les usagers de santé et que moi j'appelle des patients. Améliorer la qualité des soins dans les établissements et en médecine de ville, et puis donc de promouvoir l'information médicale. Et puis il y a même des décisions qui sont prises autour des produits de santé, des médicaments et de tout ce qui peut contribuer à la santé, et donc des conseils sur la possibilité ou non du remboursement. Et récemment, vous avez entendu parler du déremboursement des médicaments dans les troubles neurocognitifs majeurs qu'on appelle communément maladie d'Alzheimer. Il y a une méthode d'élaboration très précise, c'est-à-dire que vraiment l'ADN de la haute autorité, ce sont des méthodes de travail qui sont absolument serrées, bouclées. Le promoteur, là, c'est la haute autorité qui a considéré qu'il fallait donc répondre à une saisine, j'y reviendrai. On constitue des groupes de travail qui sont faits de professionnels de santé d'horizons divers et, à chaque fois, d'associations de patients concernés par les sujets qui sont abordés. Et j'ai moi-même, dans la commission qui est donc chargée de valider les différentes étapes de la recommandation, une représentation. Sur les 20 personnes, il y a 2 représentants des patients. Ce travail est basé sur des données scientifiques solides. Donc, il y a une analyse exhaustive des données de la littérature. Nous écoutons les parties prenantes qui sont des experts qui ont des conflits d'intérêts et qui ne peuvent pas participer au groupe de travail, mais en amont, on les entend tous ensemble pour qu'on ait vraiment un débat initial qui permette de savoir comment on va orienter la production de la recommandation. Et puis, chaque personne vient avec son expertise individuelle, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé concernés par le sujet, ils sont souvent nombreux, apportent donc leur expertise de terrain, leur expertise professionnelle. DPI, c'est-à-dire que tous les experts sont chargés de respecter des règles de gestion des liens d'intérêt, et le déontologue de la haute autorité, je peux dire depuis 2 ans, est d'une sévérité absolue. Et puis les documents qui sont produits sont soit des réglementations, c'est de ça qu'on va parler, parfois des argumentaires autour d'un sujet donné, ou des outils de synthèse pour que les professionnels aient des éléments didactiques courts à la lecture pour améliorer leur pratique. Quel était le contexte de cette recommandation ? C'est le ministère de la Santé et des Solidarités qui a demandé en décembre 2017 que soit produite une recommandation, et elle s'inscrivait bien sûr dans le plan 2014-2016 de lutte contre les violences faites aux femmes, et puis à l'issue de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Les travaux de la HAS antérieurs existent, et j'en ai cité 2, celui sur le repérage et l'accompagnement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale des victimes et des auteurs de violences au sein du couple. C'est important de parler de victimes et d'auteurs. La deuxième recommandation est très antérieure, en 2011, c'était le certificat médical initial concernant une personne dite violente. Le certificat médical, c'est la trouille des professionnels, c'est la trouille des médecins, c'est,
j'espère, de plus en plus clair pour que, entre le Conseil de l'Ordre, les médecins et tous les acteurs de soins concernés, il n'y a pas que les médecins, on va le voir, aient une méthode et une sécurité dans la rédaction du certificat, qui est un élément, comme il a été dit tout à l'heure, très important. Le contexte, il est aussi réglementaire. Donc, il s'inscrit dans la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et puis, il faut quand même parler d'épidémiologie. 219 000 femmes, donc âgées de 18 à 100 ans, ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime. Je n'ai pas par hasard repris ces mots qui n'étaient pas échangés entre nous. En France, en 2017. Parce que les experts ont dit, attention, il ne faut pas uniquement parler de la violence conjugale, et mon expérience personnelle est là-dessus très forte, c'est qu'on a parfois 10-15 ans plus tard un dévoilement de violence, un dévoilement d'une situation qui est restée cachée. Après un divorce, la parole se délie, et en ce moment, on voit bien que ça nous poursuit tous. 30% ont consulté un psychiatre ou un psychologue, 27% ont consulté un médecin, 21% ont parlé de leur situation aux services sociaux en 2017. 2019, 149 femmes victimes de morts violentes, 121 en 2018. Et puis, quand j'ai fait ces diapos, j'ai passé mon temps à changer ce chiffre. On est passé à 2, à 5, à 7, on est à 11. J'ai surveillé Internet ce matin pour savoir si j'allais pas malheureusement en rajouter un. J'ai pas de données, et grand Dieu, c'est une bonne chose. Ça concerne tous les âges de la vie. Il n'y a pas de gradient social. On peut être de niveau social bas, défavorisé, et de niveau social aisé. C'est le même combat, c'est la même problématique, et il ne faut pas se laisser berner par cette histoire de gradient social et culturel, bien sûr. Il faut, pour être clair, dire aussi que cette violence au sein des couples concerne aussi des hommes. Il y en a 28 en 2018 qui ont été victimes de leur conjoint. C'est important de voir comment on peut justement repérer ces cycles de violence qui vous ont été décrits, parce que effectivement, les différentes étapes du cycle font qu'on peut, à des moments donnés, dans la consultation avec une patiente, se tromper ou ne pas repérer des choses, et puis à d'autres moments de le repérer. Et sur plusieurs séances de consultation, parfois, on a un doute parce qu'il n'y a pas de cohérence. Ben oui, parce qu'on n'est pas forcément dans le même moment du cycle. Différentes formes de violence à repérer. La violence psychologique. Celle-là, elle est subtile et il faut vraiment prendre le temps de la repérer. Il y a des éléments pour la détecter. Et je dirais que la qualité qu'on peut avoir quand on est médecin ou professionnel de santé de proximité, donc parfois non seulement du patient, de la patiente, mais aussi des enfants et de la famille, c'est qu'on peut avoir des marqueurs qu'on peut croiser pour repérer ces éléments-là. La violence verbale, c'est la plus banale. Elle est parfois trop souvent regardée comme quelque chose d'une banalité affligeante. Moi, je suis particulièrement souvent sensible à voir comment il peut y avoir dans le milieu sociétal, dans les grands magasins ou ailleurs, des comportements d'une violence extrême. Et j'ai beaucoup de mal à ne pas intervenir quand ça arrive, je dois vous le dire. La violence physique, c'est vraiment la plus connue. C'est celle qui est le plus médiatisée parce qu'elle est spectaculaire. Mais comme il vous a été dit, on peut aussi passer à côté parce que les patientes, souvent, masquent. Alors, je ne vous passerai pas l'histoire de la fenêtre, mais il y a aussi des tas de prétextes comme ça qui font qu'il faut regarder ça avec quand même un œil différent. La plus taboue, la violence sexuelle, la plus cachée. Et Dieu sait si c'est important de la repérer. J'ajoute à ça la violence économique, parce que beaucoup de femmes sont sous cette emprise économique qui fait qu'elles sont bâillonnées, non seulement de parole, mais aussi d'autonomie financière.
et donc complètement otages de leurs prédateurs. Et je rajoute la spirituelle, puisqu'elle peut aussi venir s'imbriquer entre psychologique et économique. Quels sont les signes et les symptômes évidents, ou ce que j'appelle les signes écrans, c'est-à-dire ceux qui vont cacher? Alors le physique, on en a parlé, psychologique aussi, l'abus de substances, tabac, alcool, substances addictives, l'émergence de l'abus de substances d'une femme qui n'avait pas l'habitude de consommer comme ça, c'est un élément tout à fait prédictif. Il faut le regarder et s'interroger. Des troubles digestifs, des troubles alimentaires, des choses où on se dit « mais je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte ». Les symptômes sont multiples, sont variés, mais en fait, ça n'est qu'un signe d'appel pour qu'on examine et qu'on se pose quelques questions à l'émergence de bleus, de traces et autres. Il faut savoir donc examiner les patients et les écouter, mais aussi les examiner. Pas gros problème aujourd'hui dans notre société où la médecine, à mon avis, fait trop l'économie de la clinique, et la clinique, c'est fondamental. Des troubles du sommeil, des troubles qualitatifs du sommeil, des désordres qui font qu'on a en face de soi des patientes qui sont épuisées, crevées. Et quand on cherche à comprendre pourquoi, on a parfois des stigmates qui font dire qu'est-ce qui se passe. Les douleurs répétitives, chroniques, des déséquilibres dans des maladies chroniques. On a une population, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de notion d'âge, donc passé un âge certain, on peut être porteur d'une maladie chronique et on voit, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison et d'éléments, se déséquilibrer l'état de la personne. Troubles psychosomatiques, ce mot est large, mais vous êtes bien à même de dire qu'effectivement, quand on subit des violences physiques, psychologiques, et parfois très, très violentes comme sexuelles, ça ne peut pas faire autrement que déclencher un certain nombre de troubles qui sont en lien, mais dont on ne voit pas forcément la causalité immédiate. Donc, ce que j'ai appelé des tableaux douloureux divers et variables, et donc c'est très déstabilisant, on ne comprend rien. Tableau gynécologique, bien sûr. Souvent, on constate effectivement un certain nombre de troubles qui apparaissent. Je ne m'étendrai pas, mais sont souvent des patientes qui accusent un certain nombre de troubles douloureux, réels, très handicapants. Un refus d'examen gynécologique alors qu'il n'est pas habituel, c'est quelque chose qui doit être hautement prédictif du risque. Des troubles émotionnels et psychiques, des états dépressifs avérés, c'est évident, et les syndromes post-traumatiques. Donc vous voyez qu'il y a une multiplicité de signes, de symptômes potentiels qui font qu'on pourrait se dire, mais est-ce que par hasard, il ne faut pas y penser systématiquement? Eh bien oui. Et le but de la recommandation, c'est de favoriser le repérage des femmes victimes. Nous disons que tout comme on interroge une personne qui vient en consultation, on lui demande quel est son métier, si elle fume, si elle consomme de l'alcool, eh bien, il faut savoir poser tranquillement la question, ça se passe comment dans votre couple? Ça se passe comment à la maison? Est-ce que c'est la grande tranquillité, la quiétude? Quand vous posez cette question à une patiente que vous voyez pour la première fois, 9 fois sur 10, elle vous regarde en disant « mais c'est quoi ce sketch-là? Pourquoi vous me posez la question, docteur ?» Eh bien, le médecin doit être capable de répondre parce que il y a une très grande fréquence du risque. Et je vous pose la question, comme je vous ai posé la question de savoir si vous avez eu un diabète ou si vous avez un diabète, et comme je vous pose la question de savoir si vous picolez. On est à Bordeaux. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit, ça fait 43 ans que je fais ce métier. Il y a 40 ans, j'ai été enseignant de médecine générale à la fac. C'était compliqué de poser la question à une personne de savoir si elle consommait de l'alcool, et on trouvait ça intrusif. Aujourd'hui, c'est d'une banalité affligeante.
c'était pire que ça. C'était compliqué de poser la question de savoir si on ne fumait pas des petits chichons. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de poser la question. On a la réponse avant de poser la question. Donc, ça veut dire que la société a évolué et que nous sommes des acteurs de soins qui avons une mission, c'est de détecter. Et vu la fréquence, vu la prévalence, puisqu'on voit que ça monte de plus en plus, et vous avez vu comme les choses sont parfois cachées, il est essentiel qu'il y ait un certain nombre d'acteurs de soins, médecins, dentistes, qui sont parfois très concernés et qui peuvent repérer des choses, kinésithérapeutes, tous ceux qui ont en fait accès à examiner la personne, les psychologues, les psychiatres, et puis vous pouvez rajouter les infirmiers, les infirmières, les acteurs sociaux qui parfois vont dans les familles. Toutes ces personnes-là sont concernées par la détection. Et il faudra travailler sur la coordination entre les professionnels autour de cette problématique. Donc repérer précocement. Pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Parce que non seulement le cycle est infernal, mais il s'accélère et la violence augmente. C'est-à-dire qu'il y a un gradient où de plus en plus, on en rajoute. C'est-à-dire, t'as pas compris, je vais t'expliquer. Et puis, vous avez la phase que l'on appelle lune de miel, c'est-à-dire le cadeau. Ah, il m'a fait un cadeau. Quand on me dit ça, je dis, bon, ok. Donc, je vous raconte la suite. Vous allez en reprendre et encore plus. Et vous êtes en train de défendre votre agresseur. Ça renvoie à quelque chose qui est la notion d'emprise. Et l'emprise, c'est quelque chose d'infernal. Et notre rôle, c'est de repérer cette emprise, de la respecter, mais d'essayer de la désamorcer progressivement. L'emprise, c'est comme si vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans une secte. C'est la même logique, c'est le même travail. Et sortir quelqu'un d'une secte, je souhaite à personne d'avoir eu un de ses enfants dans cette affaire, mais c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Parce que le gourou, qui est le prédateur, il a cette double ambivalence d'être celui qu'on aime, qu'on excuse, et qui est pourtant celui qui va vous embarquer dans une situation infernale. Situation à risque de la grossesse, de la période périnatale, même parfois avant la grossesse. Là encore, c'est des situations qu'il faut savoir repérer. Et puis, il ne faut pas se contenter de repérer, il faut accompagner dans la révélation des faits. Le rôle du professionnel, là, il est compliqué parce qu'il ne doit pas prendre parti, il doit rester parfaitement dans la distance, neutre, bienveillant, bien évidemment, pas de jugement, ce d'autant que très souvent, pour les chirurgiens dentistes, pour les médecins, pour les kinés, nous sommes amenés à soigner le prédateur. On le connaît. Il vient même en consultation avec son épouse et là, il est adorable. Il est magnifique. Et toutes les personnes qui le connaissent vous disent qu'il est... Mais quand on révèle les faits, vous avez entendu à la télévision, ah ben, mon voisin, mais non, mais il est impeccable, ce personnage. Et puis pourtant... Et ça, c'est un signe aussi. Moi, quand j'en ai un qui commence à me faire du violon comme ça, je lui propose d'aller dans la salle d'attente, continuer son sketch, et je reprends le sujet un petit peu avec la patiente, en disant, bon, maintenant, si on se disait tout. Et il faut expliquer, pour déculpabiliser, expliquer cette logique pour que la personne comprenne que dans la mesure où on connaît le sujet, on peut être aidant. Donc, ne rien imposer. La patiente est libre d'agir quand et comme elle le souhaite. Et pour autant, on va voir que la loi a évolué puisque on ne peut pas rester sans agir. Le certificat médical, il est fondamental. Même si la patiente ne le demande pas, je conseille qu'il soit fait et qu'il soit conservé dans le dossier médical, avec la date, avec les descriptions. Aujourd'hui, il n'est pas interdit, avec l'autorisation de la victime, de faire des photos. Aujourd'hui, il faut définir les éléments de gravité et proposer des solutions de protection. Alors, je vous ai mis un site qui est intéressant et qu'on est en train de
le valider, c'est la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, le département de médecine générale, qui a créé un site que vous pouvez aller voir, puisqu'il va vous permettre de comprendre et découvrir, et qui aide les professionnels de santé in vivo pendant la consultation à savoir quelle est la démarche qu'ils peuvent mettre en place, quels sont les acteurs qu'ils peuvent contacter. Aujourd'hui, ça ne concerne que la région Auvergne-Centre, mais on leur a demandé de le développer avec l'aide des ARS et du ministère du droit des femmes dans toute la France pour que dans chaque région de France, il y ait demain un déclic violence qui soit à disposition. Donc la cible, vous avez compris, médecin généraliste, gynéco-obstétricien, sage-femme, dentiste, masseur, kinésithérapeute, et j'en ai rajouté. Le problème, c'est de trouver vraiment des leviers pour pouvoir donc dévoiler et repérer et faire dévoiler, donc amener la patiente à porter plainte dans une relation qui est lente. On ne peut pas obtenir tout de suite, mais la qualité qu'on a dans notre métier, c'est qu'on peut voir plusieurs fois à la suite une patiente pour travailler avec elle sur une relation structurée et de confiance. Mais il y a des freins. Absence de formation très spécifique, même si ça commence bien maintenant dans les facultés pour les jeunes médecins, mais le nombre d'heures est limité. L'ignorance des ressources et des outils pour trouver les ressources disponibles, le temps, la disponibilité. Parce que quand on repère ça, on ne peut pas se dire « bon, ok, je verrai la prochaine fois ». Non, on en prend pour 1 heure et il faut en prendre pour 1 heure. C'est une mission, c'est une non-assistance à personne âgée quand on a repéré, quand on a un doute. Quelles sont les peurs dans ces situations ? Je vous laisse découvrir. Ce sont à la fois des peurs réelles, parfois des prétextes, mais entre je risque d'offenser la patiente parce que je vais poser la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'entre dans la vie privée de la personne. Est-ce que j'ai le droit ? Je vais peut-être me planter. Mais bon, quand je demande à un patient qui a des signes biologiques d'une insuffisance hépatique en disant « je pense que côté alcool c'est trop » et qu'il me dit non, je ne bois pas d'alcool, je le crois. Et il n'y a aucune raison qu'il soit offensé et il n'y a aucune raison que moi, j'ai peur de faire une erreur. Je pose une question, c'est aussi simple que ça. Le risque de se faire manipuler. Très souvent, c'est le fait étant médecin de famille, d'aller altérer toutes ces relations circulaires qui existent dans ce qu'on appelle la systémique familiale. Souvent aussi de réveiller des vieux souvenirs. Mais après tout, ce risque, il faut l'assumer. Le fait de déclencher une procédure judiciaire, il ne faut pas qu'on en ait peur, on va voir pourquoi. Que disent les professionnels dans les situations? Quelles difficultés ils rencontrent? On voit bien que c'est en miroir quasiment. Et très souvent, si vous voulez, la formation, le fait d'en parler, va lever ces difficultés et va écrêter ces peurs. Donc les messages principaux de cette affaire, c'est bien qu'il faut un certain nombre d'outils. Mettre une affiche dans une salle d'attente de médecins de dentistes sur le sujet, c'est donner un signal, questionner systématiquement. Je répète, y penser particulièrement à certaines situations contextuelles. Informer, expliquer. Il y a un bras de levier énorme, c'est les enfants. Quand je dis à une femme, OK, vous ne voulez pas agir, vous ne voulez pas y aller, mais vos enfants dans cette affaire, ça se passe comment? Ils trinquent. Vous m'avez parlé il y a 2 mois du fait qu'à l'école, là, ça se passe mal, il n'est plus du tout comme avant. Est-ce qu'à votre avis, ce n'est pas un lien? Et ce n'est pas en lien. Faire réfléchir une femme sur les conséquences vis-à-vis de son enfant, c'est particulièrement opérationnel. Le certificat médical, je le répète, il doit être fait avec une rigueur parce que c'est quand même le premier document qui va être utilisé ensuite et que s'il est mal rédigé, on peut envoyer une personne dans le mur. Donc, ça ne s'invente pas. Faire le signalement, et puis on ne travaille jamais seul. Quand on entre dans cette logique-là, il faut qu'on ait les appuis, qu'on connaisse le tissu autour. Nous avons prévu des mesures d'impact de la recommandation. Nous avons créé une commission avec des patients, avec un certain nombre de professionnels non médecins, du monde
de la communication, du monde du marketing même, pour essayer d'analyser l'impact des recommandations sur la population. Et vous voyez qu'on a prévu un certain nombre de marqueurs. Ils valent ce qu'ils valent, mais pour nous, c'est essentiel de savoir si le travail qui est fait dans la rédaction a un impact. Parce que le tout, c'est pas de faire une reco pour faire une belle reco. Il y a un cadre juridique, et j'ouvre et je finis là-dessus, parce qu'on a choisi, à la demande du ministère de la Justice, de participer avec le Conseil de l'Ordre au travail et à continuer ce travail pour que... Et moi, j'ai découvert un monde où on ne prononce pas les mêmes mots. Le mot emprise pour un médecin, le mot emprise pour un procureur, ce n'est pas la même chose. En tout cas, pas tout à fait. Il faut qu'on se mette d'accord sur ça et à travailler avec des procureurs de la République qui doivent pour nous être les référents de premier niveau. C'est-à-dire que j'ai demandé dans cette commission que dans chaque région, on ait le numéro de téléphone, le nom, non seulement du procureur de la République qui est de permanence, mais de celui qui est, entre guillemets, formé et référent pour cette problématique, puisque c'est, à mon avis, le seul moyen d'être opérationnel et de ne pas de laisser les patientes en déshérence derrière, parce que c'est quand même, évidemment, un continuum. Quand le médecin, quand le professionnel de santé a agi, il faut que derrière, ça suive. Et c'est organisé, et de plus en plus, cette réflexion est partagée. On a des difficultés, il faudra qu'on se mette d'accord sur la notion de vulnérabilité. Et puis, il y a le problème du secret médical. Dans le secret médical, c'est la notion d'intime conviction qui va nous poser problème. Qu'est-ce que l'intime conviction pour un médecin? Qu'est-ce que l'intime conviction pour le monde judiciaire? Probablement, on peut être d'accord sur l'environnement, mais moi, médecin, je ne suis incapable, dans un dossier médical, a posteriori, de dire quels sont les éléments et les déterminants de mon intime conviction. Je suis incapable non seulement de les dire, mais de les écrire. Mais je pense qu'il est important que le professionnel écrive intime conviction d'une maltraitance, intime conviction d'un viol, intime conviction d'une atteinte à la personne dans son dossier médical, parce que c'est ce qui va charpenter le fait qu'il puisse, quand il pense que la personne est vraiment en grave danger, que le risque vital est posé, avec information à la patiente et sans son accord, décider d'un signalement. J'espère, grand Dieu, que ce sera le plus rare possible. Mais je pense qu'en même temps, le fait qu'on ait déjà des éléments forts, puisque pour les enfants, pour les personnes âgées vulnérables, pour les femmes enceintes et pour les handicapés, il y a une obligation de signalement par le médecin. C'est même puni en absence de signalement, si les choses sont patentes. Et il y a des médecins qui ont été condamnés. Ben, il n'empêche qu'il y a seulement 5% des enfants victimes de violences qui sont signalés par des médecins en France. Donc même la loi ne change pas forcément le gradient de dévoilement. Donc il faut qu'on réfléchisse. En plus, il faut réfléchir à cette notion que le médecin, le soignant, est quand même dans l'obligation de moyens et pas dans l'obligation de résultats. Il faudra bien savoir séparer ces deux éléments pour ne pas mettre en danger les professionnels. Mais surtout, la vraie question, c'est face à cette décision d'une transgression du secret médical, quid de la confiance des patientes pour leur médecin? Et je pense qu'il faut que le médecin s'acharne à obtenir l'assentiment de la patiente, sauf situation très exceptionnelle de haut risque. Sinon, cette rupture de confiance fait que majoritairement les patientes n'iront plus voir les médecins pour parler de ces problèmes et on aurait créé une catastrophe. La HAS a donc produit des documents, un argumentaire scientifique, des textes de recommandations, des fiches pratiques, comment repérer, comment évaluer, comment agir. Et puis les prolongements, c'est un manifeste qui a été mis en ligne et signé par des professionnels de santé, qui est toujours ouvert. Il est sur le site de l'HAS et on encourage tous les professionnels de santé à le signer. Les recommandations sont diffusées aux professionnels dans la presse et les institutions, et ce soir à Bordeaux. Une actualisation selon les évolutions législatives sera nécessaire. Et puis, on développe d'autres travaux. Là, il vient de sortir
classe hier. Hier est sorti, non, c'est aujourd'hui même, parce qu'on est lundi. Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours. Donc la recommandation est sortie. Et là encore, les professionnels de santé vont être tenus d'informer sur les risques de mutilation sexuelle. Et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un crime. Et c'est bien normal. Et puis, évaluation et prise en charge du traumatisme, du psychotraumatisme chez l'enfant et l'adulte. Bien, j'ai vu qu'il y avait aussi un travail derrière, donc on est en continuité. Merci de votre écoute. Merci à tous les deux pour ces interventions complémentaires. Ce qui est assez rassurant, je dirais, c'est justement la complémentarité entre l'HAS et puis le terrain. On voit qu'il n'y a pas une déconnexion totale, mais ça tient à ce que je pense vous ayez activement participé à ces recommandations. Bon, ce qui est inquiétant, finalement, c'est ce sentiment un petit peu d'impuissance et de fatalité, ce que disait le docteur Larbi Ben Ali, c'est-à-dire toujours les mêmes personnes qui reviennent, et quelles solutions leur proposer. Bon, il y a peut-être un frein qui n'a pas été évoqué, c'est le médecin qui finalement, ou même la femme qui porte plainte, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, il y a un décalage dans le temps entre la prise en charge et la révélation de la parole, et un danger qui parfois est immédiat. C'est-à-dire que cette femme, si elle retourne chez elle, bien évidemment, ça va très mal se passer. Et donc, il faudra, j'imagine, encore travailler un peu plus sur la prise en charge, pas forcément juridique, mais l'accompagnement social, qui permettra de libérer sans doute encore plus la parole et de ne pas avoir peur de dénoncer ces faits. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce que j'imagine que vous avez un certain nombre de questions à poser à nos intervenants qui pourraient, si vous le souhaitez, approfondir tel ou tel point ou réagir, si vous le souhaitez, par rapport à ce qui a pu être dit. Alors, qui se lance ? Oui, le micro arrive derrière vous. Bonjour, donc moi je travaille sur la violence conjugale pour ma thèse de master, et j'aurais aimé savoir s'il existait en fait des groupes de parole. Je ne sais pas si vous avez cette réponse, mais s'il existe des groupes de parole pour que les femmes puissent discuter entre elles des violences qu'elles ont subies ou qu'elles subissent. Et voilà. Comment ? D'accord. Alors, à ma connaissance, j'en vois pas. Enfin, j'en ai pas. Alors, peut-être que des personnes du monde associatif, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai jamais fonctionné avec. J'ai jamais eu de retour. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent répondre. Bonsoir, je suis médecin généraliste depuis 30 ans, 35 ans, un peu moins que vous, mais très sensible à toutes les situations qui ont laissé un goût d'inachevé, d'inabouti. En particulier, je dirais pas comme vous que j'ai peur de faire un certificat médical initial, le mal le faire, mais c'est plutôt ce sentiment d'inachevé après. Que faire ? Depuis un an, j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'initiative d'associations de femmes qui s'occupent d'entraide. Je citerai dans mon coin Femmes Solidaires, Victed, Association Femmes Bassin, qui se battent au quotidien pour trouver des solutions de logement, solutions d'accompagnement social qui sont formidables. Et grâce à elles, j'ai pu rencontrer officiers de gendarmerie, de police, magistrats, mandataires de justice, bon, j'en oublie sûrement, et médecins généralistes. Et du coup, sur notre territoire, on essaie de créer quelque chose. Alors, jamais on pourra égaler l'excellence du COVA, mais je pensais que loin des centres universitaires, on pouvait, grâce au maillage territorial, créer des situations justement où la femme peut être accompagnée, pas pour faire la démarche à sa place, mais au moins, si on peut en sauver une, il faut la sauver. Pardon, j'ai dit femme, mais c'est vrai que les hommes sont aussi concernés, donc je dirais plutôt les victimes de violences en général. Je voulais faire une petite réflexion. Je me réjouis ce soir de la mixité de la présence des participants, que ce soit dans l'âge ou dans le sexe. Et je me réjouis aussi de tout ce qui a été fait depuis un an. Je suis conseiller ordinal et on se mobilise aussi sur le sujet.
J'ai découvert depuis un an le nombre de choses, la quantité de choses à faire où chacun peut s'impliquer, que ce soit dans l'éducation, avec en particulier l'exposition à la pornographie chez les jeunes enfants. Là aussi, on peut travailler avec les enseignants. Voilà. J'ai découvert il y a peu de temps que, je ne sais pas si c'est déjà voté, mais qu'on va condamner le traçage via les téléphones mobiles du compagnon ou de la compagne, avec de très fortes amendes. Enfin, les questions d'intérêt, de prévention, de condamnation sont multiples. Et le but de ma question, en fait, c'était juste après ces deux remarques, c'est comment pouvez-vous nous aider localement, loin des centres universitaires, à créer, pas des COVA, mais peut-être des antennes du COVA, en vous appuyant sur le maillage local. Et pour répondre à la jeune femme qui a posé la question précédemment, oui, il existe des groupes de parole, mais il faut les chercher un petit peu. À la fin, je peux vous donner des numéros de téléphone. Il en existe plusieurs. Et la parole est très importante et chacun est concerné. Et chacun est bienvenu, on apprend tous les uns des autres, et c'est un problème. Je vous disais, 35 ans de médecine générale, je suis convaincu qu'il y a des domaines où on doit être performant, mais où le patient devient performant aussi sur sa pathologie. Il y a des domaines où on ne peut agir seul, où vraiment il faut s'ouvrir chacun aux autres. La santé et la justice, c'était pas évident au départ, mais on est tous bienveillants et on agit dans le même but. Et en se rencontrant personnellement, on avance beaucoup plus facilement. Je dirais pareil avec les gendarmes et les policiers qui sont très bienveillants en général. Donc on a gros travail à faire tous ensemble. Et il y a un élan en ce moment. Il faut le concrétiser par des actions locales. Et tous, chacun à son niveau, on peut participer de manière très efficace. Je voulais vous préciser qu'effectivement, sur les sites Déclic Violence, on a demandé que soient référencées toutes les associations de victimes d'aide aux personnes qui sont des aides ponctuelles pour pouvoir recevoir ces patientes, que dans un continuum souvent entre le certificat, la plainte, le fait que la plainte puisse être retirée, il ne faut pas que les professionnels considèrent ça comme un échec, c'est une étape de plus, c'est tout, et il faut s'acharner. Mais ces associations sont fondamentales pour apporter à la fois de l'écoute, de l'expérience et je pense que le fait de pouvoir écouter la parole, la faire s'exprimer et puis échanger entre personnes concernées ayant vécu le sujet, il n'y a pas plus évident pour permettre à ces femmes qui sont victimes de se sentir reconnues et concernées. Alors juste, je voulais rajouter, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le moment ou jamais. Enfin, moi, c'est mon impression. On n'a jamais été aussi loin, en fait, dans les décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient également aussi à l'échelle, nous, universitaire ou d'un CHU. Je pense pour essayer on va dire, enfin, de vous apporter cette aide. Il y a des propositions qui sont faites actuellement au sein du CHU afin de créer, en fait, des unités de prévention de la violence. Ce qui est unique, hein, ça n'existe pas, mais des vraies entités en fait qui seraient des référents pour et qui rentreraient dans le maillage en fait loco-régional pour que les associations, pour que toutes les personnes qui travaillent autour de la violence, que ce soit les violences, les VPI ou autres, aient en fait un centre référent vers lequel ils pourraient, en matière de difficultés de procédure, d'aide ou de contact avec la justice, par exemple, pouvoir se retourner. Alors, ça prend du temps, mais c'est en tout cas, sachez que c'est l'étape, on va dire, prochaine. En tout cas, c'est ce que moi j'ai proposé, qu'il y ait vraiment au sein du monde médical ces entités de prévention de la violence. Et c'est difficile, hein, on n'aime pas parler de ça, en fait. On aime bien soigner, on sait très bien faire, on sait très bien faire, voilà, c'est très fléché, mais dès qu'on parle de sujets un tout petit peu, entre guillemets, tabous, qui touchent à l'intime, c'est toujours très difficile. Et là, il y a une vraie ouverture, aussi bien de l'université que du CHU, pour mettre en place ce type d'unité. Donc j'espère que ça va se faire dans les prochaines années, prochains mois.
Oui, bonjour. Je suis au CA de la Maison des femmes de Bordeaux. Nous sommes référencés au 3919. Nous recevons des femmes, entre autres des femmes victimes de violences, sur l'écoute. Et à la Maison des femmes, un samedi par mois, il y a le groupe Parler, où des femmes se réunissent. Pour parler. C'est fait par Sandrine Rousseau, hein, qui a créé ces groupes-là. Donc c'est une fois par mois à la Maison des femmes. Voilà, donc on fait partie aussi, la Maison des femmes fait partie aussi de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Une question qui me... je pense que vous... Enfin, je ne suis pas personnelle de santé, moi j'étais institutrice, mais je pense que est-ce que vous, personnel de santé, pourrez pas justement prévenir par rapport aux jeunes filles et aux jeunes garçons entre 16 ans et 20 ans, hein, je pense que c'est là que se forme la sexualité, les idées et les hommes violents, hein, et les femmes victimes. Voilà ma question. Alors, je vais tenter de vous répondre, non pas à l'aune de la haute autorité, mais de mon expérience. Je vais déjà vous dire, 16 ans, c'est trop tard, dans la majorité des cas. C'est 12-13 ans, c'est même parfois avant. Et j'oserais dire qu'il y a deux approches. La première, c'est d'être capable, je pense que c'est l'expérience de nombreux médecins généralistes, c'est d'afficher très vite et très tôt, et on voit des enfants dans des moments, des circonstances où ils sont en bonne santé pour des certificats de non-contre-indication à telle ou telle activité, c'est de parler sexe. Pas sexualité, hein, mais sexe. Première chose. Leur montrer qu'on est capable d'aborder le sujet et d'échanger avec eux. Moi, j'ai un truc banal, c'est quand les parents viennent avec un gamin ou une jeune fille, je leur demande s'ils ont un petit copain, et souvent les parents me disent: docteur, mais c'est quoi cette question? Et je leur réponds: vous avez oublié que vous étiez jeune aussi à une époque. Bon. Des choses qu'il faut savoir faire de façon aussi banale que ça, parce que ça affiche et ça envoie un message fort qui fait qu'on peut venir parler. Et vous avez raison, et quand vous abordez les problématiques, chers confrères, de ces préventions autour aussi de tout ce qui est aujourd'hui cette banalisation sur Internet, de la pornographie et autres, vous n'imaginez pas ce que des mômes de 14 ans peuvent poser comme question sur ma copine, elle veut pas ceci, elle veut pas cela, ou de 15 ans ou de 16 ans. Il faut leur expliquer que dans la vraie vie, c'est pas comme sur les écrans, quoi. C'est une autre histoire, et qu'il faut remettre de l'ordre un peu dans la pensée et du sens. C'est déjà une ouverture pour éviter la violence demain. Ensuite, il y a des formes de violence qui sont parfois considérées comme banales pour certains et qu'il faut savoir nommer. C'est-à-dire que vous avez raison, mais c'est pas que le médecin, c'est aussi le monde de l'éducation, c'est aussi... on doit tous savoir quelque chose, c'est un travail effectivement maintenant en amont de se dire que culturellement, la prévention de la violence passe par très tôt, très très tôt. Moi j'ai des petits-enfants, j'ai une petite fille qui à l'âge de 5 ans, était prévenue et informée des risques et des attitudes à avoir en cas de risque, parce que ça existe, et parce que je considérais que cette gamine était à risque, parce que l'image et autres sont des choses. Il faut que les parents apprennent ça, et c'est pas évident. C'est pas facile. Les grands-parents aussi, parce que la parole des grands-parents parfois est plus facile et plus noble pour les petits-enfants. Et ça commence très tôt. Moi, juste pour ajouter, je pense je pense que vraiment la prévention, elle est centrale au niveau de l'éducation nationale. Je pense qu'il faut que très tôt, et c'est vrai que l'âge de 12-13 ans, ou même un peu plus tôt, il faut qu'il y ait des cours, il faut qu'il y ait des manuels qui expliquent la violence, qui expliquent que taper une
une petite fille, ben, c'est pas bien, etc. Je crois qu'il faut redonner du sens. Et c'est vrai que actuellement, ce qui, on va dire, ce qui limite, ben, c'est Internet, quoi. Internet, ça fait un mal fou. Alors, il peut y avoir des avantages, mais ça fait un mal fou dans l'appréciation, donc dans l'appréhension de l'autre et surtout de la femme. Dans les clips, etc. C'est très difficile. Et je rejoins tout à fait le professeur Druet. Dans certaines consultations, je vous avoue que je prends 30 ans, je ne suis pas encore très très vieux, mais avec ce que j'entends, je peux vous dire que je suis complètement décalé, parce qu'on est à un niveau, on a des discours d'enfants de 10, 11 ans, hein, qui correspondent à des discours qu'on pouvait entendre avant à la majorité à 18 ou 19 ans. On a des comportements également. Et c'est ça. Alors, ça passe bien sûr par l'éducation des parents, mais je pense que l'éducation nationale devrait se greffer à ces actions de prévention. Pardon. Puisque la parole est un peu aux associations, je me permets de prendre le micro. Brigitte Tandonnet, gynécologue. Si je suis là ce soir, c'est pour une association, le Cassis, qui a créé une structure d'accueil pour les femmes victimes de violences qui s'appelle la Maison d'Ella. Ça a été un projet construit avec de nombreuses associations, y compris celle dont vous parliez, monsieur, tout à l'heure. Si le COVA, et heureusement à Bordeaux, on a été parmi les premiers à avoir ce genre de structure, intervient dans l'urgence, les associations telles que la nôtre interviennent dans le moyen et long terme. Il est très important de proposer un accompagnement, que ce soit un accompagnement psychologique ou un accompagnement pour le bien-être, mais un accompagnement pour toutes les démarches qui vont suivre. Les femmes n'iront pas le faire seules. Il faut absolument les accompagner. Nous avons ouvert il y a 1 an, pile, et nous avons déjà pas mal de patientes qui sont suivies régulièrement. C'est une équipe multidisciplinaire, médecins, psychiatres, psychologues, socio-esthéticiennes, sophrologues, qui est là ce soir. Pour rebondir un petit peu, les groupes de parole, nous en avons, et je vous laisserai une petite carte. Pour la formation des professionnels de tout horizon, ça c'est capital, hein, que ce soit dans le milieu médical ou dans le milieu des éducateurs, des profs, etc. La formation est très très importante, et pas simplement une information vite fait, bien fait, mais aussi sur les représentations de tout ce qui concerne la sexualité. Et je rebondis sur le rôle de l'éducation nationale. Vous savez qu'il y a des textes de loi qui disent qu'il faut faire de l'information à la vie affective et sexuelle. Mais que voulez-vous faire en 1h30 sur toute la scolarité? Voilà. Je me permets de prendre la suite, j'ai un micro dans les mains aussi, et c'était par rapport à la première intervention aussi que je souhaitais rebondir dans le public, pardon. Je suis Maëlle Granier, je suis psychologue clinicienne au CIDFF, au Centre d'information droits des femmes et des familles, et effectivement j'anime des groupes de parole violence mensuels, il y en a 2 en ce moment. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question. Et du coup, merci beaucoup pour vos interventions. Je venais vraiment pour connaître un peu plus ces 2 visages et les partenaires. J'attends beaucoup depuis les années en ce moment et à venir qu'un réseau se tisse davantage avec des réunions partenariales pour toutes les perdues et même celles à continuer d'accompagner effectivement. Et je suis contente de voir les dernières recommandations HAS. On fait des formations au CIDFF, effectivement, évaluer, orienter les femmes victimes de violences. Et voilà, il y a des choses que je rajouterai. Et j'ai hâte du prochain site Déclic. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Merci. Oui, bonjour. Jean-Christophe Simpeau, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. J'étais très intéressé par vos conférences lorsqu'on a créé avec Sébastien Clément et le doyen Pierre Dubu de la faculté de médecine ces rencontres Hippocrate. C'était pour faire croiser les regards.
Il se trouve que je suis professeur de droit pénal et que j'enseigne les violences et que j'ai écouté donc vos interventions sous un autre angle que le mien. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Je voudrais commencer par votre intervention. Et le point de départ, c'est le vocabulaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le terme de violence conjugale, il a un sens. D'abord, c'est pas comme vous l'avez indiqué le sens du grand public, c'est le sens de la loi, puisque la conjugalité, ça renvoie à des éléments très précis pour un juriste, et le juriste, il aime la précision. Ça renvoie à une relation de couple. Ça renvoie à une relation qui s'inscrit dans un lieu plutôt le domicile. Ça renvoie dans une intimité, certes, et la sexualité. Donc il y a au moins trois critères qui permettent de caractériser ce qui, au fond, est un climat de confiance. Et c'est pour ça que la loi punit plus sévèrement ces violences conjugales, parce qu'elles s'inscrivent dans un climat de confiance. Et votre terminologie, elle met sur le même plan une violence qui est grave aussi, mais qui s'inscrirait dans un partenaire spontané, le fait de commettre un acte de violence sur une personne qu'on n'a jamais vue auparavant, c'est aussi punissable, mais c'est pas le même degré de gravité que lorsque ça s'inscrit dans un rapport conjugal. Je crois que c'est pour ça que c'est important ce terme-là. Enfin, en tout cas, pour nous, il a vraiment un sens. L'intimité, ça n'est qu'une partie de la conjugalité. Il y a une deuxième, ça m'a beaucoup intéressé, votre intervention aussi. J'ai été formateur à l'École nationale de la magistrature pendant plusieurs années sur le secret professionnel. Alors j'ai toujours été frappé parce qu'à ces formations venaient à la fois des médecins et des magistrats. Et entre ce que dit la loi et la compréhension qu'en ont les médecins, il y avait un écart énorme. Vous proposez, et c'est le sens de la recommandation de l'Assemblée plénière du Conseil, je ne sais plus quelle institution, peu importe, de modifier le texte relatif au secret professionnel. Sauf que c'est complètement inutile parce que depuis toujours, il est prévu à l'article 223.6 du Code pénal que le médecin, comme toute personne, est obligé de porter secours en cas de péril immédiat et constant. C'est exactement le même critère. Et donc, on n'a pas besoin de modifier le texte relatif au secret professionnel pour dire qu'un médecin doit, bien sûr, lorsqu'il le constate, lorsqu'il est confronté à une situation de danger imminent, doit, parce que sinon, il commet une infraction pénale, tout simplement, doit le déclarer. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi, puisque je crois que la confusion, elle vient de ce que, dans le Code pénal, à certains endroits, il existe des obligations d'énoncer des crimes, moyennant une exception qui est le secret professionnel. Mais cette exception, elle n'existe pas précisément s'agissant de l'article 223.6 qui oblige à porter secours. On doit porter secours et il n'y a aucune exception, c'est une obligation absolue. Alors, je suis d'autant plus d'accord avec vous que pour la Haute Autorité de Santé, le fait d'avoir modifié le texte non seulement nous paraît inutile, mais inquiétant. Mais je vous signale que ça a été voté à l'Assemblée nationale. J'ai eu une réunion le 13 juillet au ministère de la Justice pour en parler, mais ça a été voté. Donc, de quoi va-t-on parler la prochaine fois? Je m'interroge. J'ai entendu les procureurs dire un certain nombre de choses, en particulier par le fait que, je dirais, pointer cet entre guillemets obstacle qui n'en est pas un, c'était important. Parce qu'effectivement, beaucoup de professionnels se retranchent derrière ce secret médical et ce secret professionnel. En même temps, le Conseil de l'ordre a eu une réflexion et a accepté que les choses évoluent. C'est son droit le plus strict et c'est sa mission. La haute autorité va faire un travail de suivi, je dirais. En ce qui me concerne, en tant que professionnel, en tant que médecin, je suis inquiet du fait qu'on ait mis en place cette entre guillemets nouvelle mesure, alors qu'effectivement, comme vous le dites, tout est prévu dans la loi pour que les choses se fassent. Mais il semble que le fait de pouvoir préciser dans le texte un certain nombre d'éléments plus factuels, et j'ai demandé qu'en même temps, on ait quand même le souci de bien définir de quoi on parle, parce que je vous dis, je me suis rendu compte que dans les terminologies d'un médecin,
et d'un procureur de la République, on utilise les mêmes mots, mais on ne sait pas de quoi on parle finalement, parce que chacun a ses définitions, et il est nécessaire, et je dirais qu'en ça, ce travail pédagogique est important, c'est que si ces deux mondes arrivent enfin à partager des éléments lexicaux, et puis aussi des éléments de pratique. C'est-à-dire que quand j'ai expliqué à des juges, à des procureurs, qu'un médecin généraliste, quand il prend une décision, je vais vous affoler tous, mais allez, on va au bout. Quand on est sûr, on est à 70%, quoi. Et on a une demi-heure, dans le meilleur des cas, pour décider. D'accord ? Intime conviction. Et quand j'ai développé ça auprès donc, du monde de la justice, en leur disant, voilà, moi je décide à 70%, j'accepte 30% de risque de me tromper. Et je l'assume. Et ça fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'en médecine, et dans la vie c'est pareil, seul l'imprévisible est sûr. Le reste, c'est du discours. Par ailleurs, l'intime conviction du juge, l'intime conviction des jurés, je leur ai dit, voilà, la seule différence, c'est que quand l'intime conviction est partagée par 10 jurés, elle a peut-être une meilleure puissance que l'intime conviction du médecin tout seul dans son cabinet qui prend une décision. Ça va devenir compliqué. Et le risque de ce texte, sur lequel on a au départ dit qu'on n'était pas d'accord pour qu'il bouge, la haute autorité a affiché ça, et c'est pour ça qu'on est allé dans le groupe de travail, pour dire que ça nous paraissait dangereux, alors que tout est dans la loi et tout sont dans les déterminants. On voit bien que déjà ça existe pour la grossesse, mais ça existe aussi pour une personne en danger. Et ça existe doublement, parce qu'en tant que citoyen, la non-assistance à personne en danger s'impose à tous, et en tant que médecin, en tant que soignant, on a une responsabilité supplémentaire. Donc on a une double charge quant à agir. Alors, je vais juste rebondir sur le mot intime. Alors, je sais que le mot conjugal est consacré par la loi, donc moi, j'ai rien à dire sur ça. C'est juste en termes de recherche, en particulier. Je pense qu'il est important, quand on parle de VPI, c'est un terme qui est clinique, hein, c'est l'OMS qui le définit comme ça. Voilà. Après, que ce soit utilisé par les procureurs ou autres, je n'ai rien à dire sur ça. Mais je pense qu'il est important, en tout cas, de bien expliquer aux gens que c'est pas juste quelque chose qui se passe dans un couple, ces violences-là, que c'est bien plus général et que ça touche n'importe qui, une jeune fille de 16 ans, une jeune fille de 15 ans qui est pas forcément mariée. Mais c'est des choses comme ça que j'entends moi quand je fais des formations pour des médecins généralistes ou autres, hein, on a encore ces croyances-là. Donc pour ça que je trouve que ce terme, après qu'on l'utilise ou pas, mais je crois qu'il est important en matière statistique et matière recherche. Voilà. Après, ensuite, sur le plan juridique ou autre, je ne m'avancerai pas sur ça. Juste un autre petit mot, et je rebondis sur ce que disait le professeur Druet. Je crois que les médecins, ils ont peur. Enfin, et ça, c'est voilà, ça c'est un constat qui est constant. Ils ont peur parce que souvent, en fait, l'idée qu'ils ont, c'est que je signale et j'accuse. Et en fait, voilà, il y a encore une marge. C'est juste leur expliquer qu'ils sont, voilà, un argument. Enfin, en tout cas, ils vont faire partie d'un faisceau d'arguments, mais qu'il y a une enquête, qu'il y a plein de choses derrière, et que ce ne sont pas eux qui vont accuser. Combien de fois je l'ai entendu, soit pour des femmes battues, soit pour des bébés secoués. Mais je ne veux pas accuser le père. Non, on rend un constat qui est technique, qui est clinique, et on s'arrête là. On fait partie d'une chaîne, et heureusement. Mais il faut pouvoir l'expliquer. Et ça, c'est un vrai frein au nombre de signalements. Juste, je ne sais pas si elle est là, mais avec une étudiante, justement, on va travailler sur vos recommandations et sur les signalements avant et après les recommandations pour voir si les médecins généralistes ont compris un tout petit peu, enfin, en tout cas, ou ont été sensibles à ces recommandations. Ça m'intéresse. Juste en complément, parce que c'est pour faire l'analogie avec ce qui se passe en matière de protection de l'enfance. Il y a un dispositif qui est... Donc là, on parle de signalement, c'est-à-dire qu'on tout de suite on informe les autorités judiciaires. Mais pour la protection de l'enfance, il y a le système de l'information préoccupante. C'est-à-dire qu'on signale une information à une cellule qui elle-même va orienter. Et donc il y a une forme de déculpabilisation de celui qui fait remonter l'information parce que il dénonce pas finalement, il informe et il n'est pas en lien direct avec les autorités judiciaires. Et on voit que
les informations préoccupantes font remonter beaucoup plus de choses que les signalements. Parce qu'il y a toujours un frein puissant au signalement de se dire je vais accuser quelqu'un, il va avoir des ennuis, si jamais je me plante, c'est l'horreur, c'est la cellule familiale qui explose. Puis comme on vous l'a dit tout à l'heure, le médecin peut très bien avoir comme patient l'auteur des faits. Donc finalement, mettre en cause son patient, etc., tout ça est compliqué. Donc peut-être on pourrait travailler sur des dispositifs qui ont fait leurs preuves pour la protection de l'enfance, qui permettent justement de protéger des personnes vulnérables en libérant la parole. Parce que le frein il reste extrêmement puissant. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur... vous parliez en fait, les autres professionnels, et notamment tous les officiers de police, les gendarmes, où alors, vous avez dit que la formation, ça a évolué, l'accueil était de plus en plus adapté. Je ne vous cache pas que ça a tiqué par ici. Mais je me posais la question si tous les professionnels qui travaillent au COVA, notamment, et qui ont du coup vraiment l'occasion d'être au contact avec ces femmes et qui ont une vraie conscience de toutes les difficultés qu'il y a à se déplacer, à aller porter plainte. Est-ce que vous animez des formations justement pour tous ces professionnels finalement du monde de la justice cette fois-ci sur l'accueil de ces personnes? Parce que alors l'année dernière, entre autres, il y a beaucoup d'étudiantes qui se sont levées, qui ont manifesté à Bordeaux, et on a vu un nombre de témoignages affolants sur l'accueil dans les commissariats, que ce soit pour le coup de toute violence, essentiellement sexuelle, qui était en question. Et en fait, ces femmes qui font demi-tour en fait d'un accueil qui est assez compliqué, et dès l'entrée, et sur après des choses très procédurales qui sont très complexes, où moi, à titre personnel, j'ai accompagné une amie qui ne parlait pas très bien français, qui était étrangère, pour des cas d'agression sexuelle, où on m'a refusé de l'accompagner en disant si elle se débrouille en français, on n'a pas besoin de vous, vous pouvez rester dans la salle d'attente. Et où, bah voilà, en fait, je suis sortie avec quelqu'un qui a décidé de pas du tout déposer plainte et juste faire une main courante. Mais avec ce truc du seul soutien qu'on peut avoir, qui nous est refusé, en fait, de dire bah non, vous restez en salle d'attente. Et cette difficulté-là. Et du coup, voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y a des formations à un moment donné qui sont faites par des gens qui ont une réelle conscience des difficultés que c'est de rentrer dans un commissariat et de porter plainte pour ces violences? Alors, si j'ai mis cette diapo dans ma présentation, c'est pas par hasard, parce que je pense réellement que c'est central, hein. Dans la chaîne, en fait, protection de ces femmes, c'est central, parce qu'on a des retours. Et il n'est pas normal qu'une femme se plaigne plus de son dépôt de plainte que des coups de poing qu'elle a pris, hein, déjà. Et ça arrive fréquemment, malheureusement. Alors, on fait remonter, que ce soit au niveau de la police, également au niveau des procureurs, hein, alors, on nous dit qu'il y a des équipes qui sont un peu plus sensibilisées à tout ça, etc. Alors, pour répondre plus pragmatiquement, on donne des formations aux officiers de police judiciaire. Alors, ça va vous faire rire, mais c'est à peu près en quantité de temps, c'est à peu près 6 heures par an pour 12 personnes. Donc, ça fait pas beaucoup. Mais c'est comme ça. Enfin, on essaie en tout cas de bien expliquer que le dépôt de plainte vraiment est central. Alors on touche certaines personnes, mais un commissariat, c'est énorme. Les week-ends, ça ne désemplit pas. C'est compliqué, et je crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur l'ensemble de la chaîne. Donc voilà, mais ça peut être une idée de proposer peut-être. Même si c'est difficile, hein, c'est pas notre institution, mais je pense que ce soit le DDSP ou autre, sont des choses vraiment à laquelle il serait sensible, mais je pense que c'est un retour, et puis il faut se plaindre. Non, mais c'est bête, mais c'est comme ça. Il faut se plaindre, il faut faire des courriers au procureur ou autre en disant ben, cette plainte n'a pas été bien prise. Nous, on le fait, hein, on le fait parce que des fois, c'est un peu difficile, parce que ça annule en fait tous les efforts des personnes qui sont derrière. Voilà. Donc quand on a investi du temps, qu'on a une multidisciplinarité autour de la personne, et que hop, on a perdu la jeune femme juste parce que quelqu'un n'a pas voulu prendre la plainte, c'est la. Alors, nous, on a découvert par exemple que ces femmes qui vont déposer plainte spontanément, hein, pour des violences aggravées, voilà, d'emblée, on n'est plus au stade de la main courante, si on veut. Ces femmes-là, on leur demande par exemple d'aller récupérer un certificat médical initial aux urgences ou chez le médecin, ce qui est illégal,
totalement illégal. On n'a pas besoin de ça pour prendre la plainte. Donc, ce qui rajoute en fait aux difficultés. Aller chercher un médecin, appeler SOS s'ils sont pris ou pas pris. Aller aux urgences à Pellegrin, c'est 2 heures, 3 heures peut-être d'attente parce que ce n'est pas prioritaire par rapport aux autres soins. C'est compliqué, quoi. Donc là, oui, alors nous, on nous dit, on a bien compris et on prend les dépôts de plainte. Alors actuellement, je peux vous dire que les dépôts de plainte sont pris, hein, actuellement. Là. Depuis. Oui, non, mais je parle actuellement. Je peux vous dire que voilà, il y a une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience sur ces dépôts de plainte, même sur des gardés à vue maintenant. Et nous, on le sait parce qu'on est appelé en urgence pour examiner les victimes. Donc, on sait que depuis peu, quand même, on sent qu'il y a une sensibilisation qui est faite. Mais après, voilà, vous aurez toujours les quelques cas, j'espère. Moi, je pense qu'il faut se mettre en relation avec le procureur d'emblée, faire un courrier, appeler, voilà. Mais il faut signaler. Et là, on parle en gros du service, du commissariat central, où les gens sont quand même un peu plus formés. Imaginons dans les contrées un peu lointaines. Je vais essayer de vous mettre un petit peu de baume au cœur. J'interviens parce que je suis concernée au premier chef. Je me présente, Sonia Bembelaïd-Cazenave. Je commande la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Bordeaux-Mérignac. Donc une unité spécialisée de gendarmerie en protection de l'enfance en danger et en prévention. Et j'ai coutume de dire, en me présentant, que je cumule 2 handicaps puisque je suis juriste de formation initiale et psychologue. Je sais, ça fait beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de prévention. Juste 2 mots, madame. Nous intervenons sur l'ensemble du département et je vous rejoins tout à fait. Lorsqu'il s'agit de parler de prévention auprès des jeunes, qu'on parle de sexualité, mais surtout de sexe et surtout de protection, on en parle, moi je pense, à partir du moment où ils ont l'âge de rentrer à l'école, c'est-à-dire dès l'école maternelle, hein, au risque de choquer quelques-uns. À Québec, certes, ils sont moins nombreux que nous, mais à Québec, ils ont intégré ça. Ils travaillent beaucoup sur la prévention, y compris des addictions, et ils parlent même d'alcool et de la molécule dès la maternelle. Donc, vous voyez, en guise de protection, c'est de bonheur. Je reviens sur la formation des professionnels. À ce titre, nous n'avons pas attendu à la BPDJ 33 qu'il y ait des injonctions du Grenelle pour agir. Ça fait 21 ans que la brigade existe et ça fait 21 ans que nous œuvrons en protection de l'enfance. Et depuis 2016, donc vous voyez, peu de temps après la ratification par la France de la Convention d'Istanbul, nous avons pris le taureau par les cornes à la BPDJ et nous avons décidé d'étendre notre champ au niveau du recueil de la parole des mineurs. Jusqu'alors, nous faisions les auditions de mineurs victimes de maltraitance en général et d'agressions sexuelles en particulier. Et depuis 2016, avec le changement de paradigme, on a décidé d'écouter aussi les enfants qui sont témoins de violences intrafamiliales. J'introduis un autre terme, peut-être plus générique et consensuel, je n'en sais rien. En tout cas, les enfants qui sont témoins de victimes intrafamiliales, donc de facto, qui sont victimes de violences intrafamiliales, puisque déjà in utero, ils subissent les violences. Voilà. Donc, pour la formation, je vais parler que du côté de la gendarmerie nationale. Sur l'ensemble du département de la Gironde, nous en sommes aujourd'hui, au bout de 5 ans, à 3 modules de formation. Nous avons démarré le premier avec la formation des enquêteurs de la Gironde, gendarmes, sur le recueil et l'accueil des mineurs victimes. Nous avons embrayé sur l'accueil des femmes, majoritairement à 98%, sur le chiffre noir étant un chiffre noir, on ne le connaît pas. Mais majoritairement, les victimes sont de genre féminin. Donc, sur l'accueil au niveau des gendarmeries pour ces femmes victimes de violences, nous nous appuyons de ce fait sur le court-métrage très bien fait en interdisciplinarité de l'ami prof qui s'appelle Anna, à l'origine destiné effectivement aux médecins, de manière à systématiser la question à poser pour le diagnostic. Et aujourd'hui, nous y sommes en plein, sur les chefs-lieux d'arrondissement, nous sommes en train de former les gendarmes. J'ai ma collègue qui est référente départementale sur les violences intrafamiliales à mes côtés, et nous sommes toutes les deux en train de former les gendarmes sur le recueil et l'accueil pour ces enfants témoins et donc victimes.
Donc voilà, j'essaye de vous mettre un petit peu de baume au cœur. Il y a du chemin à parcourir, mais du chemin est déjà fait. C'est bien de voir l'avenir, mais de temps en temps, il faut s'arrêter pour profiter du présent et regarder le chemin qui a déjà été parcouru. Alors nous œuvrons pour ça. Voilà, je tenais à vous en dire deux mots.